Le dieu de la malice, Loki, est en mauvaise posture. Il vient de s'évader, le voilà en plein désert de Gobi, persuadé d'avoir retrouvé sa liberté. Mais les gardiens du temps ne tardent pas à le rejoindre. Tenue noire, arme à la main, ils apparaissent subitement face à lui. Cette fois-ci, son sentiment de supériorité n'y fera rien. Dans quelques secondes, Loki sera de nouveau prisonnier et amené à s'expliquer devant le tribunal des variations anachroniques. Variant identifié. Je vous demande pardon. Au nom du tribunal des variations anachroniques, je me dois de vous arrêter pour crime envers l'éternel flux temporel. Main en l'air. Vous venez avec nous. Comment ça? Vous êtes qui? Dernière chance, Variant. J'ai passé une rude journée. Je crois que j'ai fait le plein d'imbéciles en armure croyant me donner des ordres. Alors, si je puis me permettre, c'est plutôt votre dernière chance. Allez-vous-en hors de mon chemin. Bienvenue dans Sérieland. Zoom sur la série Loki, nouvelle franchise Marvel de Disney+. L'occasion de regarder d'un peu plus près ces séries où les dieux, les mythes et les légendes s'invitent. Je m'appelle Eva et j'ai plongé sans filet dans l'univers de Marvel porté par un dieu, Loki, dieu de la malice, demi-frère de Thor. Une plongée dans une série mêlant science-fiction et comédie. Une série qui se joue surtout du temps, avec intelligence et amusement. Et qui nous pousse aussi à en savoir un peu plus sur ce dieu de la mythologie nordique. Loki n'est d'ailleurs pas la seule fiction à utiliser des mythes, des légendes, des symboles pour raconter le monde. Game of Thrones ou Lost ont usé de ces cultures pour nourrir leurs récits. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que ces références sont exactes ou imaginaires? Que cachent ces images parfois subliminales? Et ces séries nous amènent-elles à développer notre curiosité et notre esprit critique en découvrant d'autres religions et d'autres croyances? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai une nouvelle fois la chance d'être très bien entourée. Clément Le Saffre, journaliste à Europe 1 et grand connaisseur de l'univers Marvel, va m'aider à déchiffrer l'univers de Loki. Quant à Christian Doumergue, diplômé en histoire de l'art, en archéologie, en lettres modernes, il est l'auteur d'un livre passionnant, Mythes et symboles cachés dans nos séries préférées, édité chez L'Opportun. Sérieland, épisode 85. La série de la semaine. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Eva. Merci d'avoir accepté cette mission, m'aider à comprendre Loki. Et c'est pas une mince affaire, Non. on va avoir du boulot. Bonjour Christian Doumergue. Bonjour. Je le disais, vous avez signé un livre très complet et fascinant sur les mythes et les symboles cachés dans nos séries préférées. On va commencer, Christian, par évoquer Loki, donc cette fameuse série qui vient d'arriver sur la plateforme Disney+, avec un exercice qui est un peu difficile, mais c'est Clément qui va s'y coller. Clément, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Loki? Je vais reprendre alors à la fin de l'extrait qu'on a entendu. Donc Oui. Loki qui est pris par le tribunal des variations anachroniques. C'est un organisme un peu spécial qui, on va dire, gère la fluidité du temps. Ils font en sorte qu'il n'y ait qu'une ligne temporelle, que personne ne puisse en sortir. On rappelle qu'on vit dans un monde de super-héros, donc on peut sortir de sa ligne de temps. Ça paraît pas simple comme ça. Sauf que normalement Loki devrait disparaître. En fait, quand on n'est pas dans sa ligne de temps, et ben, pouf, on est effacé du temps. Et on revient à son état normal. Sauf que Loki n'est pas n'importe qui. Et il y a un agent, incarné donc par Owen Wilson, qui se dit que ce Loki, avec ses pouvoirs, sa malice et ses habiletés de dieu, dirons-nous, peut lui être utile parce qu'il cherche en fait à traquer un autre variant qui, on va dire, fait un petit peu n'importe quoi avec le temps, qui se balade, qui tue des agents du tribunal. Et donc, ils mettent Loki pour traquer ce variant. Et donc, ça va les emmener en fait d'une époque à une autre. Ils passent par Pompéi, ils passent par le futur, les années 2050. Bref, c'est un grand voyage à travers le passé, le présent et le futur. Et c'est Loki, notre guide. Bah, c'est plutôt pas mal. Vous Ouais. l'avez... Ah oui, vous l'avez plutôt bien résumé. Ah oui, non, je Sans vous réviser. félicite. Ah oui, sans réviser. Est-ce que cette série vous a enthousiasmé, Clément, Loki? Alors- Vous qui connaissez si bien l'univers Marvel. Oui, parce qu'on va préciser que j'ai donc vu tous les films, toutes les séries, et je lis en parallèle les comics. Donc normalement, l'univers Marvel, je connais bien. Et ma première surprise a été de me retrouver dépourvu devant cette série. Je ne connaissais quasiment rien, hormis le personnage principal. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu ça dans les comics ni dans les films. Le tribunal des variations anachroniques, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est évoqué dans certains comics de ce que j'ai pu comprendre. Moi, je les ai pas lus, ils sont pas disponibles partout. J'ai bien aimé Loki. J'ai vu 2 épisodes, le premier et celui qui vient de sortir. Le premier m'a un petit peu repoussé au début. Je trouvais que c'était très très bavard. Ça parlait beaucoup, avec beaucoup de concepts à comprendre, le temps, les variations, Vous me le rassurez, tribunal, là. etc.
Voilà, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les personnages parler, ce qui n'est pas forcément habituel dans une série de super-héros. On attend plus que De ça se l'action, castagne bien qu'autre sûr. chose. Et puis le deuxième épisode m'a vraiment emporté. Là, pour le coup, ça voyage, ça se bat un peu de partout. Il y a les premiers fils de l'intrigue qui commencent à être dénoués et en même temps d'autres qui commencent à être renoués à côté pour qu'on nous entraîne vers la suite de la série. Donc j'ai pris du plaisir en regardant ça. Il n'y a que 6 épisodes de ce que j'ai cru comprendre. Donc j'ai déjà vu un tiers et je me dis, tiens, j'ai à la fois vu beaucoup de choses et en même temps très peu de choses. Donc j'ai vraiment Ah, hâte c'est de bien, voir où ça c'est nous que vous emmène. restez sur la frustration, complètement. donc ça veut dire que vous avez envie de Complètement. regarder la suite. Christian Doumergue, vous avez vu ce premier épisode de Loki, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Ah ben, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé puisque tout ce qui concerne le temps, les dimensions parallèles, puisqu'ils introduisent le multivers avec Loki dans l'univers Marvel. Donc tout ça, c'est des sujets qui me passionnent d'un point de vue philosophique. Et ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, il y a une dimension aussi philosophique derrière la série, dans ces fameuses discussions, notamment sur le destin, puisque en fait, on voit Loki qui est un petit peu révolté par le fait qu'on vienne le chercher comme ça, en lui disant tu n'as pas le droit de décider de ce que tu veux faire. Il y a des instances supérieures qui sont au-dessus de toi. Donc je ne sais pas si dans la suite de la série ça sera exploité, mais enfin là on a déjà une réflexion sur le libre arbitre en fait, cette question éternelle de l'homme qui se dessine aussi à travers les dialogues de la série. Oui, tout à fait. Puis sur la notion de pouvoir aussi, il y a des dialogues qui sont assez croustillants en la matière. Moi, de mon côté, alors je vais vous faire une révélation, Christian Doumergue. Clément le sait, je suis absolument pas friande de cet univers Marvel. C'est un univers qui m'est très, très, Mais j'arriverai à très vous convaincre éloigné. un jour, Eva. J'arriverai à faire de vous une fan de Marvel. C'est vrai, mais alors je reconnais par ailleurs que malgré la complexité du récit et de ce premier épisode, je me suis surprise à être fascinée par ces mondes temporels parallèles. Et puis, je reconnais avoir été séduite par le duo d'acteurs Tom Hiddleston et Owen Wilson. Tom Hiddleston, on l'avait déjà vu dans les volets de Thor au cinéma. Leur joute verbale fonctionne très, très bien. Et puis, l'humour, en fait, habille parfaitement cette histoire. J'aimerais qu'on écoute justement un petit extrait de la bande-annonce. Je suis très touché que vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. J'ai 10 longueurs d'avance sur vous. La confiance n'est pas votre point fort, n'est-ce pas? Vous pouvez me faire confiance. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je n'ai qu'à pas recommencer. Christian Doumergue, Marvel utilise à plusieurs reprises des références à la mythologie nordique. On a parlé de Thor et donc de Loki notamment. Est-ce que de ce que vous connaissez, ce sont des références qui sont totalement exactes ou ça relève plus de l'amusement, du décorum ? Alors il y a un petit peu des deux. Il y a de l'exactitude dans les fonctions et dans les termes, dans les noms propres notamment, puisque Thor est bien un dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Il a bien un marteau qui le rend surpuissant. Mjolnir. Donc, on retrouve ces noms dans l'univers Marvel. On retrouve aussi les noms des lieux, puisque dès le premier Thor dans la série de films Marvel sont évoqués les géants de glace qui attaquent la Terre. Donc, ils existent dans la mythologie nordique. Ils viennent d'un territoire dans lequel les aurait enfermés Odin, Jotunheim, et dans l'univers Marvel, ça devient une planète. Donc, il y a une relecture en quelque sorte, avec toute une mythologie spatiale, voilà, qui vient donner un côté science-fiction, qui vient réinterpréter en fait toute la mythologie. Il y a des noms qui sont réemployés des fois avec, par exemple, Loki. Son parcours n'est pas tout à fait le même, évidemment, que celui qu'il a dans la mythologie nordique. On a des figures comme Sif aussi, par exemple, qui apparaît dans les films Thor, qui est donc une femme qui, dans la mythologie nordique, est l'amante de Thor. Et c'est pas le cas dans le MCU, puisque Thor, quand il vient sur Terre, tombe amoureux de Jane Foster. Donc voilà, il y a des variations qui correspondent en fait à un processus mythologique assez classique, puisque si on regarde la mythologie gréco-latine, d'un auteur à l'autre, on a ce même type de réécriture en fait. Voilà, on est dans un processus en fait assez classique de réécriture, d'adaptation, de nouvelles façons de raconter une histoire avec les mêmes personnages, avec les mêmes attributs associés à ces mêmes personnages, mais avec des histoires un peu divergentes et puis une relecture aussi à l'aune de notre perception actuelle du monde. En fait, c'est comme si on continuait, oui, à réécrire ces mythes et à jouer encore avec eux comme l'ont fait nos prédécesseurs.
en quelque Absolument, sorte. c'est D'accord. exactement ce processus-là. Oui. Mais alors, est-ce que vous comprenez pourquoi Marvel va plutôt du côté de la mythologie nordique, qui est quand même un univers qui est très éloigné de notre culture? Si Marvel va de ce côté-là, c'est parce qu'il y a sans doute des figures très parlantes, comme Thor, voilà, qui est un dieu surpuissant, un dieu guerrier. On pourrait avoir les mêmes dans la mythologie gréco-latine, mais qui étaient plus connues, peut-être à l'époque, et donc un peu moins étrangères, un peu moins attirantes, peut-être pour le public, quand les comics Marvel ont commencé à se développer. C'est une époque où on était encore très familier de cette mythologie, donc peut-être qu'il y a un exotisme dans la mythologie nordique, un caractère étranger qui était un peu plus attirant. Après, il faut savoir que dans d'autres comics, comme du côté de DC Comics avec Wonder Woman, là on est plus dans l'inspiration de la mythologie gréco-latine, puisque Wonder Woman en fait est très inspirée par la figure de la déesse Diane, son prénom d'ailleurs dans la vie civile c'est Diana Prince. Et puis elle est élevée par les Amazones. Donc là, on revient en fait sur une mythologie plus classique. Clément, est-ce que ces références mythologiques, elles vous ont poussé à chercher à comprendre qui était vraiment Loki, par exemple, ou donc, en quelque sorte, est-ce que ça suscite une curiosité intellectuelle ou au fond, voilà, ça fait partie de la série que vous êtes en train de regarder, c'est pas très grave? Moi, ça s'est complètement passé comme ça. J'ai toujours été un fan, entre guillemets, en tout cas intéressé par les mythologies. Mais la mythologie nordique était quelque chose que je connaissais très peu, que j'ai en fait un peu découvert avec le premier film Thor, donc, qui était sorti en 2011, où j'ai beaucoup aimé les personnages. Leur esthétique, leur costume, les armes qu'ils employaient, leur traits de caractère. Et en fait, je me suis un peu plongé là-dedans derrière, notamment aussi grâce au personnage de Loki qui est beaucoup plus intéressant finalement que pas mal de personnages de super-héros. Il a beaucoup de facettes. Il est à la fois gentil, méchant, fourbe, amical. On ne sait jamais bien ce qu'il est. Et je pourrais vous montrer, j'avais tout un historique Wikipédia qui est rempli aujourd'hui, alors j'ai repris avec la série Loki, de mots comme Fafnir, comme Yggdrasil, comme Mjolnir, voilà, qui sont les attributs, les armes, les lieux de cette mythologie nordique, moi qui me passionne, quoi. Et donc c'est vrai que les super-héros, pour moi j'ai toujours considéré les super-héros comme les dieux modernes dans un sens, c'est on disait notre réinterprétation de la mythologie, on en a fait un peu aujourd'hui avec la domination culturelle qu'ils ont. Les figures un peu qu'on a, où on s'identifie quelqu'un, Superman est devenu voilà, une espèce de référence divine tout à qu'on fait, peut c'est avoir. vrai. Oui. Donc j'ai vraiment toujours un peu associé les deux, et c'est vrai que de les relier encore plus comme ça, avec du fond, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que derrière ces prénoms, derrière ces personnages parfois un peu caricaturaux dans les films, eh ben, on a toute une mythologie qui est très complexe, qui relève d'une vraie culture, c'est une religion quand même à la base, donc il y a vraiment des choses qui méritent d'être comprises dans le sens où ça a eu un impact sur notre société à une époque où après on sait que tout ça s'est croisé via les Vikings, etc., qui sont venus en Europe. Donc oui, c'est quelque chose de passionnant, et c'est quand même, je trouve, l'intérêt de ce genre de série qui met en avant des personnages moitié fictifs, moitié réels, ou en tout cas qui ont eu une existence à un moment, de nous plonger plus en amont là-dedans, de découvrir vraiment ce qui se cache derrière. Et Loki, je veux dire, est un personnage absolument fascinant. On en voit une facette dans les films, on en voit encore plus dans cette série. On en voit vraiment beaucoup dans les comics. Je recommande vraiment de lire les comics Loki. Il y en a qui sortent assez régulièrement. C'est un personnage vraiment que moi j'aime beaucoup, et encore plus dans les récits de la mythologie. Alors vous en parlez tellement bien tous les deux qu'effectivement ça donne une autre vision de cet univers qui parfois peut paraître un peu étranger à des gens comme moi qui, je sais pas, peut-être que je suis un peu vieille ou je suis un peu trop classique, mais c'est vrai qu'avec ce regard-là, on a envie de s'y intéresser parce qu'on comprend qu'on va découvrir aussi autre chose sur notre société et sur notre monde. Alors Loki est évidemment une référence directe à un dieu, mais il y a d'autres séries qui s'inventent des religions, qui jouent avec les symboles, qui multiplient les références aux mythes et aux légendes. La preuve par 3. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Parmi toutes les séries qui s'amusent avec les symboles et les mythes et que vous analysez parfaitement bien, Christian Doumergue, dans votre livre, j'en ai gardé 3. La première résonne comme une sorte d'évidence, Game of Thrones, qui est toujours disponible en intégralité sur OCS. Vous écrivez, Christian Doumergue, à propos de Game of Thrones, la série dépeint le retour du religieux dans un monde qui avait en grande partie cessé de l'être. Alors il nous faudrait des heures pour décrire tous les symboles, tous les mythes utilisés dans le récit de George Martin. Selon vous, Christian Doumergue, est-ce que chaque référence dans Game of Thrones est totalement assumée, calculée, ou est-ce qu'il y a quelque part une part de notre inconscient collectif qui se joue aussi, des éléments que l'on décrypte qu'a posteriori, au fond, et que le créateur n'avait pas forcément envisagé dans l'écriture? Alors dans le cas de Game of Thrones, il faut dire que dans l'écriture, il y a une part du religieux qui est quand même très très forte, puisque c'est 7 royaumes qui s'affrontent. On a tout l'enjeu géopolitique autour des figures des monarques et autres, mais
chaque royaume en fait a une religion. Et ces religions jouent un rôle majeur dans l'interaction entre ces différents royaumes. Donc on a par exemple la religion des Sept, on a la religion des anciens dieux, et en fait toutes ces religions qui sont celles de Westeros ont été calquées, ont été inspirées par d'authentiques religions. Et on peut donc faire des parallèles qui me semblent être trop forts et trop ancrés pour que ça soit le fait du hasard en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a la religion des anciens dieux qui correspond à ce qu'on sait historiquement des religions païennes, hein, notamment du culte des arbres. Hein. Et puis on a la religion des Sept qui est la religion des Lannister, qui est une religion du Dieu unique, donc qui se rapproche de quelque chose qui est semblable au christianisme. Et c'est pas le seul parallèle, hein, puisque cette religion des Sept, on nous explique que sous cette forme se manifeste le même Dieu, et c'est exactement le principe de la Trinité du christianisme, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule entité manifestée sous 3 formes différentes, donc ce qui d'un point de vue intellectuel est difficile à appréhender, mais qui d'un point de vue religieux, s'explique et peut parler. On retrouve ça. Il y a plein de choses, hein, il y a plein de parallèles qu'on pourrait faire. Les animaux totémiques de chacun de ces clans, par exemple les Lannister, c'est donc qui adhèrent à cette religion des Sept. C'est le lion, leur animal emblématique. Or, le lion est un animal qui, d'un point de vue de l'histoire des symboles, est très chrétien. Donc, on retrouve la même interprétation par différents biais, ce qui me laisse penser que c'est quand même très structuré dans le récit de George Martin, oui, tout à fait. Dans le récit, voilà, absolument. Ouais. Ouais. Vous le disiez il y a quelques secondes, parmi toutes les références, j'en ai choisi une que vous venez d'évoquer, en l'occurrence le culte des arbres et les enfants de la forêt. On est à la saison 6, épisode 5. Bran, qui est un des héros, a une vision. Il va se retrouver au cœur d'un site mégalithique, des menhirs qui sont positionnés en spirale. Et à côté de ces menhirs, les enfants de la forêt qui vont procéder à un rite violent dans lequel ils enfoncent un éclat de ver dragon dans la poitrine d'un homme. On écoute un extrait. Le sacrifice, c'était toi. Les marcheurs blancs, vous les avez créés. Nous étions en pleine guerre. Nous étions massacrés. Nos arbres sacrés abattus. Il fallait nous défendre à tout prix. Vous défendre, mais contre qui? Contre vous. Les humains. Christian Doumergue, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous vous intéressez à la fois aux grandes lignes des séries dont nous parlons, et donc là, vous venez d'en faire la preuve en parlant des religions qui sont dans Game of Thrones, mais vous vous intéressez aussi aux détails et à tous ces symboles qui parsèment et qui rythment la série, et notamment ces menhirs en forme de spirale. Ils vous ont interpellé, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors ils m'ont interpellé pour 2 raisons. D'abord la présence des menhirs, hein, puisque dans notre monde, les menhirs existent, hein, c'est ces pierres dressées un petit peu partout en Europe et puis aussi à travers le monde, par des civilisations qu'on connaît finalement très peu, dont on sait juste que c'était des cultes païens, mais quel était le rôle exact des menhirs, quelle était la symbolique exacte, on l'ignore. Et ce qu'on sait, c'est que ça a été combattu après par les religions dominantes, hein, comme le christianisme, donc plusieurs de ces lieux ont été détruits. Et ce qui me passionnait, c'était de retrouver ça dans Game of Thrones, associé au symbole de la spirale. On n'a pas, alors d'un point de vue archéologique, là c'est là qu'on voit comment les scénaristes peuvent jouer sur la réalité. On n'a pas de menhirs disposés en spirale, on a des menhirs disposés en cercle qu'on appelle ça des cromlechs. On n'a pas de forme spiralée. Par contre, la spirale, c'est un symbole qui revient très très souvent au niveau des gravures préhistoriques. On a plusieurs roches gravées avec ces spirales dont on ignore complètement le sens, si ce n'est que c'était vraisemblablement un symbole religieux. Et donc là, on voit les créateurs de la série réutiliser un symbole archétypal qui va parler en fait de façon universelle, sans qu'on sache vraiment ce à quoi il renvoie, sinon que ça renvoie à quelque chose de mystique, à une religion oubliée qui a été combattue. Et du coup, ça donne une épaisseur mystique à la série. C'est ça qui m'interpelle, c'est qu'il y a une forte résonance à partir de là. Quand on utilise des archétypes, on parle à l'inconscient humain et on parle à des choses très profondes. Oui, vous êtes vraiment le Sherlock Holmes de Game of Thrones, parce que et on va parler de Lost après, vous faites le même travail, c'est-à-dire que vraiment, vous décelez le moindre détail et vous essayez de comprendre d'où ça vient, à quelle religion ça renvoie ou à quelle croyance
croyances. C'est absolument fascinant. Clément, est-ce que il vous arrive de regarder une série justement en essayant de tout décrypter, comme le fait Christian, c'est-à-dire tous ces symboles, toutes ces références? Alors, je ne vais pas aussi loin que Christian Domergue quand même, hein, là c'est très poussé. Mais oui, forcément, ça m'incite toujours, encore une fois, à chercher. Ça peut être des fois des choses très simples. Je prends un exemple très basique. Des fois, ça peut juste être des lieux, des villes que je ne connais pas. Je vais prendre Breaking Bad qui se passe à Albuquerque, qui est une ville que je ne connais pas du tout. C'est un endroit que je ne connais pas. Ça n'a rien à voir, mais je me suis renseigné sur cette ville. Je voulais savoir quelle était la population, quelles étaient les minorités, etc., qui existaient là-bas, pour comprendre un peu ce qui se passait autour et qui est tellement bien représenté dans cette série. Donc ça peut être des choses très basiques comme ça. Ou alors, effectivement, on l'a dit, sur Game of Thrones, il y a toute une mythologie. Déjà, il y a les inspirations de la vraie mythologie, des vraies Bien religions sûr. dont on parlait. Et puis, l'auteur, il a créé un tel univers, en fait, il a tout créé de A à Z, qu'il y a ce qu'on voit. Et il y a ce qu'on voit pas, en fait. Et donc moi, j'ai passé, alors à mes risques et périls, parce que je me suis auto-spoilé plusieurs fois des épisodes en allant trop loin sur les pages Wikipédia. Mais voilà, je lisais les pages Wikipédia en anglais qui sont encore beaucoup plus longues que les versions françaises pour comprendre, parce que je n'ai pas lu les livres. Et en fait, les livres vont plus loin. Et donc derrière, on voit qu'il y a derrière les religions, il y a des vrais préceptes, il y a presque des livres écrits par George R. R. Martin dans ses recherches. Et c'est valable sur l'ensemble de la série. Par exemple, quand il a écrit un prequel en livre qui s'appelle Feu et Sang, qui raconte en fait toute la lignée des Targaryen depuis leur arrivée à Westeros. Moi, je l'ai pris comme un livre mythologique, comme on pourrait lire l'Odyssée d'Homère, par exemple, qui nous raconte finalement une aventure où on comprend pourquoi et comment on en est arrivé à ces Targaryen qui veulent reconquérir un trône. On ne comprend pas pourquoi il estime qu'il leur est dû au début de la série, c'est-à-dire que ces gens-là nous disent « ce trône est à nous ». Oui, très bien, mais pourquoi? En fait, il y a toute une lignée derrière. Ils se sont installés, ils ont été vaincus, puis ils sont revenus, etc. C'est une vraie Et je me épopée, suis bien sûr. plongé là-dedans. C'est ça qui est passionnant, et c'est l'avantage des séries aussi sur les films qui permettent de raconter tout ça. Bien sûr. Je crois qu'il y a d'ailleurs une série qui est en préparation du côté de Game of Thrones sur ce qui s'est passé avant les événements de la série. Et c'est tout l'intérêt, à mon avis, de raconter tout ça et de plonger encore plus loin dans toutes ces religions qu'on voit apparaître au fil des saisons, dans toutes ces figures mythiques, etc. Moi, j'adore ça. Eh ben alors, vous allez vous jeter sur le livre de Christian Domergue parce que ça va Avec vous grand donner plaisir. envie de re-regarder certains épisodes, parce que finalement, on comprend encore mieux certains symboles, certains rebondissements aussi. Grâce à vous, Christian, vous revenez notamment dans votre livre sur l'origine des enfants de la forêt. L'homme vert dans les églises. Et si j'ai choisi cet extrait de Game of Thrones qu'on a entendu il y a quelques secondes, c'est parce que ce peuple des forêts, il est présent dans une autre série également disponible sur OCS que j'ai adoré, la saison 1 de True Detective. L'histoire de deux inspecteurs, alors ils sont très différents, ils enquêtent sur le meurtre d'une femme qui a été retrouvée ligotée à un arbre. Elle est coiffée de bois de cerf, elle est tatouée de symboles très étranges. Et dès le premier épisode, il y a une référence à l'homme vert à travers le témoignage d'une enfant dans une autre affaire. Elle a dit avoir été poursuivie par un monstre en spaghetti aux oreilles vertes. On a fait faire un portrait robot et elle a dit qu'il était exactement comme ça. Si vous voulez lancer un avis de recherche, vous gênez pas. Alors c'est un tout petit détail de True Detective de cet épisode 1. Christian Domergue, la figure de l'homme coiffé de bois, elle renvoie quand même à un dieu. C'est une référence très précise en fait. Absolument, c'est une référence à Cernunnos, qui est un dieu celte, un dieu païen donc de la régénération a priori, d'où les bois de cerf qui étaient associés dans les mythes païens à la fécondité, les bois de cerf qui tombent, qui repoussent après, donc voilà, c'est aussi ce cycle de la vie. Et ce dieu Cernunnos était vénéré dans les forêts européennes. On en a d'ailleurs une représentation sur le pilier des notes qui avait été retrouvé, donc c'est un pilier votif qui a été retrouvé sous Notre-Dame de Paris, qui est exposé actuellement au musée de Cluny. Et voilà, à travers ces bois de cerf posés sur la jeune femme, et puis à travers d'autres apparitions, comme un tag à un moment donné dans une maison abandonnée de la première saison de True Detective, on a ces références à Cernunnos. Ça participe de l'atmosphère païenne. On sent qu'il y a une vieille religion qui flotte dans l'atmosphère, qui est très bien dépeinte dans cette première saison de la série. Et l'homme vert va participer donc à cette mythologie païenne, à cette résurgence païenne, puisque là aussi c'est une figure très mystérieuse qui a été reprise par le christianisme, puisqu'on en retrouve la trace dans différentes églises à partir de l'époque romane. C'est un homme feuillu, donc avec le visage couvert de feuilles, qui est vert, dont on ne sait pas très bien la fonction qu'il a dans les églises. Est-ce que ça a été repris comme un symbole de la résurrection, ou est-ce qu'au contraire c'est là pour effrayer, pour rappeler les anciennes religions, et donc ça a un petit côté diabolique?
les historiens de l'art s'affrontent un petit peu sur le sujet, vu qu'on n'a aucun écrit qui explique le sens de ces hommes verts dans les églises. Christian Doumergue, vous vous amusez en permanence à décrypter tous ces symboles, tous ces rites et toutes ces croyances dans des films et dans des séries. Est-ce que dans toutes vos recherches, vous avez trouvé beaucoup d'inexactitudes dans l'utilisation de ces références-là? Ça va dépendre des séries. J'allais dire, il y a des séries, c'est très présent dans les séries pour adolescents aussi, hein, tous ces mythes, notamment tout ce qui concerne le surnaturel, la magie, les rites ésotériques. Dans ce type de séries-là, c'est souvent très approximatif. Par contre, quand on va dans des séries qui sont beaucoup mieux écrites, comme True Detective ou Lost, là, on se rapproche d'une utilisation, et qui dans Lost est encore plus étonnante, qui est assez exacte en fait, même si évidemment, comme on est dans le domaine de l'imaginaire, on a toujours une part de réécriture évidemment. Et est-ce que vous avez l'impression que ces séries qui font appel à ce type de références, elles sont de plus en plus fréquentes ou au fond ça a toujours existé cet appel à d'autres mythes et d'autres croyances? Ça n'a pas toujours existé dans le monde des séries, hein, puisqu'on a ce qu'on appelle l'âge d'or des séries, les années 60-70, qui sont des séries plutôt innocentes en fait. Hein. C'est surtout à partir des années 90 en fait, avec la série X-Files, qu'on va avoir une prédominance des questions philosophiques et religieuses. X-Files est vraiment la première série qui va utiliser à ce degré-là d'anciens mythes, qui va utiliser la question religieuse qui traverse toute la série. Hein. C'est une série sur la croyance en fait. Évidemment, la quête de Mulder, c'est la quête de la vie extraterrestre, mais derrière ça, c'est toutes les grandes questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est vraiment ça le fil rouge de la série X-Files. Et du coup, il y a de nombreuses citations religieuses dans cette série. Et il y a l'utilisation de nombreux mythes anciens qui sont des fois réadaptés pour pouvoir s'inscrire dans une trame narrative contemporaine. Clément, pour en finir avec True Detective, est-ce que vous l'avez vu cette série? Bien sûr, j'ai vu les 2 premières saisons, j'ai pas vu la 3e. Et vous avez aimé? Moi j'ai adoré la première, j'ai pas aimé la 2e, et justement pour cette raison-là, c'est-à-dire que j'ai trouvé que la première a un univers que j'aime beaucoup, à savoir ce côté ésotérique, qui m'a rappelé beaucoup des livres que j'aime beaucoup d'un auteur de Maxime Chatham, qui est beaucoup aussi dans ces univers-là. Et j'ai effectivement adoré me plonger dans cette histoire avec ses symboles, ce côté, cette résurgence d'un paganisme un peu étonnant où on pense un peu disparu, ça nous paraît effrayant, on se dit ça a l'air un peu violent, etc. Puis voilà, j'ai adoré décortiquer effectivement un peu tout ça. Ça fait partie du plaisir aussi de cette saison 1 de True Detective il y a des personnages incroyables, il y a une intrigue incroyable, mais il y a ce fond effectivement une ambiance qui nous pèse, qui est poisseuse. On frissonne un peu quand on la regarde, et moi je me suis plongé dedans, j'ai adoré ça. Alors moi je me suis replongée dedans, alors j'avais adoré quand je l'avais vue, et là pour le podcast j'ai re-regardé des premiers épisodes notamment, elle n'a pas vieilli cette série, sincèrement, sur même la qualité de l'image, tout ça, vous allez voir, c'est un régal, c'est sur OCS. On vous conseille notamment la première saison qui est mieux que les 2 suivantes. Je voulais qu'on termine cet épisode de Série-Land, Clément et Christian, avec une autre série culte à laquelle vous vous attaquez, Christian Doumergue, à qui vous consacrez beaucoup de pages, mais à juste titre. C'était une série sortie en 2004 aux États-Unis, et ces 121 épisodes ont tenu en haleine des millions d'Américains, et pas seulement d'ailleurs. Vous en parlez particulièrement bien, c'est Lost. Série pas comme les autres, écrivez-vous, car par sa construction mystérieuse, elle a fait de chacun de ses spectateurs un des personnages de la série, et vous qualifiez Lost de série philosophique, métaphysique, religieuse et spirituelle, le récit d'une introspection. Alors, pour donner un peu le cadre, en fait, Lost, c'est l'histoire d'un crash d'avion. Des survivants à cet accident se retrouvent sur une île, et ils vont vite comprendre qu'ils ne sont pas seuls sur ce bout de terre dont le quotidien est rythmé par d'étranges phénomènes. Et la série, Christian Doumergue, elle est ornée de symboles. Il y en a quasiment à toutes les séquences. Elle multiplie des références à des croyances ancestrales, à des concepts philosophiques. C'est pour vous la série de référence, Lost ? Ah oui, absolument. C'est pour moi la série de référence, et c'est la série inégalée dans ce domaine. Ouais. C'est une série qui a été mal comprise par certains à l'époque, hein, puisque il y a pas de réponse claire à la fin de la série quand on arrive au terme de ces 121 épisodes. Oui, la fin a été très contestée, bien sûr. Voilà, la fin a été, alors que je la trouve extraordinaire, d'une grande beauté humaine et spirituelle, la fin de cette série est très cohérente avec l'ensemble en fait, puisque c'est comme un immense puzzle avec des pièces dispersées, et c'est vrai que ce qui a peut-être été mal compris, c'est que le spectateur doit faire l'effort en fait, avec toutes ces pièces de puzzle, d'essayer de comprendre le sens de tout ça. C'est philosophique aussi à ce point de vue-là, hein. C'est quand même un petit peu la vie, c'est-à-dire on a des pièces éparses d'un puzzle et on essaie d'en comprendre le sens. Et Lost, c'est la même chose.
La série Lost est ornée de symboles. Elle multiplie les références à des croyances ancestrales, à des concepts philosophiques. Petit exemple parmi des milliers d'autres. Dans l'épisode 4 de la saison 6, on est avec John Locke et Ford. Ils sont dans une grotte qui a été construite à flanc de falaise. Et sur les murs sont inscrits les prénoms et les noms des survivants associés à un nombre. Dernier, mais non des moindres. Le numéro 15, Ford. Autrement dit, toi. Pourquoi il aurait écrit mon nom sur ce mur? J'ai jamais vu ce gars-là. Aussi, je suis sûr que tu as rencontré Jacob. Je suis sûr qu'à un certain moment de ta vie, sûrement quand tu étais jeune, à un moment où tu étais malheureux et vulnérable, il est venu te voir. Et il s'est servi de toi. Il t'a manipulé comme une marionnette. En conséquence de quoi, toutes les décisions que tu as cru prendre dans ta vie étaient en fait celles d'un autre. C'est lui qui te guidait, James. Il te guidait. Jusqu'à l'île. Et pourquoi il aurait fait ça? Parce que tu es un candidat. Un candidat, pourquoi? Eh bien, Jacob pensait être le protecteur de l'île. Et toi, James, tu as été proposé pour reprendre le flambeau. Un petit extrait qui en dit très long sur l'univers de cette série et qui montre aussi toute la complexité qu'il y a à travers un dialogue. Christian Domergue, est-ce que d'abord vous pouvez nous décrire cette grotte parce qu'elle est extrêmement importante sur un plan symbolique? Oui, absolument. Donc, on est bien avancé à ce moment-là dans l'intrigue de la série. On sait qu'il y a un personnage qui s'appelle Jacob, dont on a compris qu'il était en fait immortel et qu'il avait voyagé entre l'île et puis les communautés humaines évoluant sur les continents, et que cet homme, d'une façon ou d'une autre, a téléguidé la vie des personnes qui étaient dans l'avion qui s'est écrasé sur l'île. Donc, il descend dans cette grotte. Et il y a déjà cette notion de descente, évidemment, dans la grotte qui est intéressante, parce que dans tous les récits initiatiques, en fait, depuis l'Antiquité, le héros initié est celui qui va descendre au fond de la grotte, qui va avoir une révélation et qui, en ressortant, va recevoir une lumière, la lumière de la connaissance. Donc là, on est vraiment dans cette mythologie de l'initiation. Dans la grotte, il y a ces noms qui sont sur les murs, donc les personnages se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a dirigé leur vie au-dessus, donc il y a cette prise de conscience quasi mystique d'un destin ordonné. Et puis dans la grotte même, on a un certain nombre de symboles. On va retrouver la pierre noire et la pierre blanche, par exemple, la balance. Le noir et le blanc, ça revient constamment depuis les premiers épisodes de Lost. C'est cette vision un peu manichéenne de forces opposées qui se déchire en fait la prédominance sur l'âme humaine, puisque c'est un des thèmes de la série. Et il y a cette notion de balance, d'équilibre entre le mal et le bien également qui revient assez constamment, qui est incarné dans cette grotte aussi. Vous pouvez nous dire quelque chose sur les noms et les prénoms qui sont utilisés dans Lost et qui sont extrêmement importants? Oui, bien sûr. Là, on a entendu le nom de John Locke, donc qui est une figure majeure de la série, qui est un personnage qui considère dès le premier épisode que l'écrasement de l'avion sur l'île n'est pas dû au hasard, mais qu'il y a un pouvoir mystérieux sur cette île qui les a attirés. John Locke, c'est une référence au philosophe du même nom. Et les scénaristes se sont amusés comme ça à glisser des tas de références philosophiques, puisque les naufragés du vol 815 vont se rendre compte aussi à un moment donné qu'il y a une femme qui vit seule sur l'île depuis un moment, qui est une Française, qui est une naufragée, elle aussi, et qui s'appelle Rousseau. Donc là, on a une autre référence à Rousseau, et on a des tas de philosophes comme ça qui apparaissent. Alors, soit parce que les scénaristes les appréciaient particulièrement, appréciaient leurs pensées, soit parce que certains d'entre eux constituent aussi des clés de lecture pour comprendre les enjeux métaphysiques de la série. Ah, mais c'est ça qui est génial. Alors, j'ai été étonnée parce que quand vous parlez de cet extrait de la grotte dans votre livre, vous ne faites pas référence à la grotte, à la caverne de Platon en l'occurrence, alors que moi, j'ai pensé à ça immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors j'ai pas fait référence à la caverne de Platon parce que la caverne de Platon, on est aussi dans le discours sur l'illusion du monde en fait. Oui, tout à fait. Alors que là, on est vraiment dans une dimension initiatique, c'est la grotte orphéenne en fait, c'est le mythe d'Orphée qui descend dans les entrailles de la terre. Donc on est dans cette conception-là de la grotte en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait référence à Platon. D'accord. Vous m'avez répondu parce que je me disais. Non, parce qu'au bout d'un moment, on cherche des références partout en fait. Vous voyez, ça alimente. Bien sûr, oui. On devient presque paranoïaque quelque part. On voit des symboles partout. Mais c'est ce qui fait la richesse de ces séries en fait. En même temps, c'est pour ça qu'on aime les re-regarder. Alors figurez-vous que moi, j'étais un peu passée à côté de Lost. C'est-à-dire que j'avais vu les premiers épisodes. Et puis je pense que c'était à une période de ma vie où je ne regardais
quasiment pas de série. Donc maintenant, évidemment, j'ai envie de re-regarder les 121 épisodes. Et Clément, vous n'avez pas vu Lost? Non plus. Pareil, c'était une époque où je regardais pas encore beaucoup de séries. J'étais un poil jeune aussi pour débuter Lost à la télé. Oui, il avait 10 ans, Christian Doumergue, pour vous préciser. Donc voilà, et en fait, du coup, c'est devenu un truc très, très. Qui a pris de l'ampleur à bout de 3-4 saisons. Là, j'aurais pu regarder. Et ça fait partie des séries où on se dit, c'est déjà trop loin et j'ai la flemme de rattraper. Donc, j'ai jamais relancé Lost. Et en fait, après, il est arrivé la fin où tout le monde a dit, la fin est nulle, la fin est horrible. Et donc, du coup, je me suis dit, ça vaut pas le coup. Donc, j'ai jamais lancé, mais peut-être que je le regretterai. Peut-être que je ferai ça un jour. Non, vous allez le faire. Vous allez prendre le temps cet été de regarder tous les épisodes de Lost. Avec le livre de Christian Doumergue à la main pour mieux comprendre. Mais je vous le conseille, mais vraiment parce que ça donne vraiment envie de se plonger de façon très précise sur toutes les séquences de Lost qui sont... tous les épisodes sont à retrouver sur Disney+ aussi. Donc vous regardez Loki et puis vous continuez avec Lost. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, merci Christian Doumergue. Vous m'avez donné envie de replonger dans cette série. Merci infiniment. Merci Clément Le Saffre, on vous retrouve notamment chez Philippe Vandel sur Europe 1 pour tous vos conseils en jeux vidéo, en comics et séries qui sont liés à cet univers passionnant. Et merci infiniment Christian Doumergue. Votre livre Mythes et symboles dans nos séries préférées est édité chez L'Opportun. C'est une mine d'informations. Je ne sais pas si vous continuez à creuser cette mine en ce moment? Oui, absolument. C'est toujours quelque chose qui en éveille chez moi. Donc voilà, en regardant des films, en regardant des séries, je continue. Par exemple, Tenet de Christopher Nolan, évidemment, il y a des références ésotériques au carré de Sator. Donc voilà, ça aurait pu faire l'objet, là aussi, d'un chapitre supplémentaire dans le livre si je l'avais publié plus tard. Est-ce qu'il y a une série qui vous intrigue particulièrement en ce moment? En ce moment, non, j'allais dire, pour moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode de Loki, donc je suis très curieux de la suite, mais c'est vrai que c'est plutôt une période un peu morte. Pour moi, j'ai pas de série qui me porte autant que Lost a pu me porter ou que Game of Thrones a pu me porter également dans le temps. Donc voilà, je suis un petit peu en attente de quelque chose d'aussi puissant. Voilà. Écoutez, j'ai peur qu'on se donne rendez-vous quand même dans un petit moment parce que je suis pas sûre qu'il y ait un projet de cette importance qui sort dans les prochaines semaines. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous, Christian Doumergue. Comme chaque semaine, moi je vous quitte avec une réplique entendue dans une série, en l'occurrence dans True Detective, et ces mots de Rust, un des enquêteurs, qui ressemble à l'intitulé d'une dissertation de philosophie. Écoutez bien, la mort a créé le temps pour faire mûrir les choses qu'elle allait tuer. Dans les prochains épisodes de Série-Land et en association avec les rencontres de Fontainebleau, série, je vous propose de regarder dans le rétroviseur flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment Profilage, En thérapie ou encore Bref. Série-Land est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention, dans Série-Land, la règle ne change pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.